7. Réinvestir ses gains au départ. Alors c'est vrai que dans l'algorithme, vous pouvez tout à fait bâtir un algorithme, alors c'est un peu plus sophistiqué, qui réintègre automatiquement les gains générés de façon à travailler avec de plus en plus de contrats ou de lots. Et 8, j'ai mis puis 1, 2, 3 codé. C'est-à-dire quand vous aurez vraiment bien expérimenté ces 7 points, eh bien vous serez vraiment prêt pour le codage. Et autant il y a quelques années, je me disais que c'était très difficile d'arriver à la précision de l'œil humain en utilisant des algorithmes de l'œil, d'utiliser des algorithmes à la place de l'œil. Eh bien aujourd'hui, moi je suis de plus en plus convaincu que in code we trust. Voilà. Donc si vous avez quelques questions, oui, je crois que oui, on a un petit peu de temps pour répondre aux questions. Je crois qu'on a des micros qui sont disponibles. Mademoiselle, merci. Est-ce que vous avez des points que vous voudriez éclaircir, des commentaires à faire? C'était parfaitement clair. C'était parfaitement clair. Moi, j'ai toujours un petit doute. Je ne voudrais pas que ce soit mal compris lorsqu'on dit on demande la taille d'opposition lorsqu'on gagne. J'ai toujours la crainte de voir à ce moment-là, vous savez quoi, le téléphone portable sonne, pour le fait de respecter le point numéro 6, même dans le cadre du point numéro 7. C'est-à-dire qu'on a malheureusement vu des clients qui, pris d'une confiance absolue dans son propre schéma de trading, refait tapis à chaque trade. Là, on n'a pas ce risque ici. En fait, ce que je voulais entendre par cette phrase-là, c'est dire, voilà, vous commencez, enfin, il vaut mieux commencer petit pour avoir une chance de finir grand que commencer grand pour avoir une chance non négligeable de finir ruiné. Commencer petit, ça a l'avantage on n'a pas beaucoup parlé de mental, parce que quand vous tradez manuellement, vous avez deux champs d'action à travailler en même temps. C'est-à-dire la technique, la récurrence, la modélisation de votre concept technique, mais également la gestion des émotions. Est-ce que vous serez toujours concentré? Est-ce que vous serez toujours capable de maintenir un haut niveau d'exigence dans l'exécution de cette routine? Comment vous allez vous comporter quand vous gagnerez beaucoup? Comment vous allez comporter quand vous perdrez un peu plus? Est-ce que vous resterez avec ce haut niveau d'intensité jour après jour? Et là, finalement, on fait appel à la définition du haut niveau. Le haut niveau, c'est répéter des gestes de haute intensité de la même qualité tout le temps. Et moi, ce que j'entends par là, c'est une fois qu'on aura mis en place tout ça, parce que l'origine, c'est le départ. C'est quand vous avez des certitudes, vous traderez avec beaucoup plus de conviction. Et c'est quand vous serez dans cet état-là qu'il sera intéressant d'augmenter petit à petit ces charges de position. Je ne dis pas, passer aujourd'hui je suis confiant, j'ai gagné, je trade avec 1, demain ça se passera aussi bien, je vais trader avec 40. Non, il faut faire grandir vos tailles de position de façon homothétique avec les gains réalisés, de façon à ce que vous ne perturbiez pas l'équilibre mental de la routine à mettre en place. Et ça, c'est sensitif, si vous voulez. Il n'y a pas une potion magique ou une loi miracle. C'est vous qui devez être à l'écoute, finalement, de vos sensations pour dire, voilà, là, j'ai bien confiance, je commence à dégager de l'argent, je peux monter un peu plus en capital. Mais si vous vous rendez compte que cette augmentation de capital génère des sensations émotionnelles ou psychologiques différentes, il faut avoir la sagesse de revenir à l'état de position où vous serez beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça que je dis le trading individuel, c'est un trading très sensitif. Vous devez être à l'écoute de votre comportement et de votre stabilité ou non autour de votre schéma tactique qui a dû être conceptualisé avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail au préalable. Et c'est quelque chose de fondamental. Il faut absolument se fixer des objectifs de performance, mais non pas des objectifs de résultat. Si vous arrivez en trading en disant, voilà, aujourd'hui, moi, je veux gagner ça, vous êtes mort, parce que vous n'utiliserez pas, vous ne respecterez pas bien votre méthode. Un objectif de performance, c'est de dire, voilà, j'ai une méthodologie que j'ai conceptualisée, j'ai confiance, mon but, moi, c'est de bien l'appliquer aujourd'hui. Si je l'applique bien, l'argent ne sera qu'une conséquence d'une somme de choses bien faites. Ne perturbez pas cette mécanique, parce que là, c'est effectivement la porte ouverte à la ruine.
j'ai bien respecté mon plan de trading. Oui. Je suis pas sûr. Une fois, oui. Voilà. Oui, dans l'exemple. Dans l'exemple. Peut-être que c'est bon maintenant. Oui. Dans l'exemple que nous avez donné, donc sur la paire dollar-yen, vous étiez avec des moyennes mobiles à la fois arithmétiques et exponentielles soigneusement choisies, donc j'imagine que c'est vous qui les avez choisies et qu'elles sont dépendantes de ce marché. Votre robot, il peut tourner pendant combien de jours sans réajuster ses paramètres? Ah, ça c'est une très bonne question. Mais en fait, moi j'étais moi-même surpris. Si vous voulez, ces assemblages-là que j'ai, ce sont des assemblages finalement qui sont assez standards et qui s'adaptent vraiment à toutes les structures de marché. Alors c'est vrai qu'on pourrait optimiser, ou essayer d'optimiser marché par marché, mais là vous mettez des contraintes supplémentaires. En fait, moi j'ai essayé, ce qui m'a intéressé, c'est de développer des algorithmes qui soient un petit peu tout-terrain. Alors certes, qui sont certainement imparfaits, perfectibles, tout est perfectible de toute façon. L'essentiel, si vous voulez, à un moment donné, c'est qu'il faut poser ses balises. Et dire, ok, j'ai mis quelque chose en place, maintenant il faut que je teste. Parce que si vous passez 10 ans à tester quelque chose sans vraiment avoir les conditions du réel, c'est un petit peu dommage. Mais vous avez raison, hein, on pourrait marché par marché, paire par paire, essayer de voir si finalement une moyenne mobile à 100 ou 130 est pertinente sur ce marché, ou si elle ne serait pas plus intéressante de prendre plus court sur un autre marché. Moi je suis resté quand même là pour le coup. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment les schémas de récurrence, si vous voulez, par rapport à une observation qui est finalement assez fixe. Mais on se rend compte également que ces outils-là sont quand même des outils qui sont presque standards, qui sont quand même observés par un grand nombre d'investisseurs, et il y a une grande répondance finalement sur ces objets qui sont assez standards. Moyenne mobile 100, beaucoup de personnes l'utilisent. Les points pivots, beaucoup de personnes les utilisent. Après, la petite valeur ajoutée à ça, effectivement, c'est le calibrage des bandes bleues. J'ai aussi des bandes rouges, comme j'ai écrit dans mon livre sur le scalping. Le paramétrage des bandes bleues m'a mis beaucoup plus de temps. Mais je suis incapable d'expliquer pourquoi, finalement, après un mouvement de hausse important, quand on revient comme ça, quand on corrige un peu brutalement, il y a statistiquement 8 chances sur 10 qu'on engage un minimum de rebond sur la bande bleue, c'est-à-dire entre la moyenne mobile 135 exponentielle et 60 exponentielle. Il doit y avoir des explications. Bon, à la limite, je m'en moque pourvu que ça marche, je suis assez pragmatique quant à ça, tant que ça marche, je continue. On ne peut pas tout expliquer. Une question pour le bas. Quelles sont les moyennes de durée de reposition? Alors, les durées moyennes de position. Oui. Alors, tout dépend des algorithmes. Il y a des positions qui vont durer de quelques minutes et des positions qui vont quasiment être tendance swing, même si j'aime pas trop swinguer sur certains modèles. Alors, on a un algorithme qui est en test, qui était en test jusqu'à aujourd'hui, qui va commencer à rentrer en fonction sur des vrais comptes lundi. Et on était parti du principe qu'on ne traiterait jamais la nuit. Et finalement, on l'a laissé pour une question d'observation, pour essayer d'avoir un maximum d'opérations à analyser statistiquement. On s'est rendu compte que finalement, la nuit se comportait très bien. Donc cet algorithme précis, finalement, va tourner jour et nuit de façon complètement autonome. Alors c'est vrai que c'est toujours délicat de dire je vais me coucher, j'ai un algorithme qui tourne, est-ce qu'il ne va pas devenir fou, est-ce que le marché... voilà. Il y a des niveaux de risque, il y a des stops. Après, Stéphane, là, les gens qui participent au concours, ils ne sont pas contre un robot que vous avez lancé. Là, non. Là, je travaille en manuel. Ouais. Mais de plus en plus dans le plaisir, parce que je travaille de moins en moins en manuel. En fait, mon travail a un peu changé. C'est-à-dire, je surveille les algorithmes et je traite un peu moins. Mais quand je traite, c'est vraiment avec plus de plaisir, parce qu'il y a aussi le côté un peu émotionnel qui rentre en jeu, c'est pas désagréable. On parlait aussi, tout à l'heure Daniel Dupuis va nous rejoindre et nous parlait aussi d'un certain nombre d'éléments très factuels sur le trading. Est-ce qu'on a d'autres questions? On arrive à la fin de l'intervention. S'il n'y a pas de questions, on va laisser Stéphane essayer de rattraper le retard ou prendre la prochaine opportunité sur son compte. Moi, je retiens aussi la notion de stop suiveur qui est... malheureusement, on constate en tant que courtier que c'est une notion un outil qui n'est pas suffisamment utilisé
Est-ce que c'est confirmé, les gens qui sont là aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser les stop suiveurs? Juste une indication comme ça. Qui a déjà utilisé stop suiveur ici? Donc c'est assez peu. Qui n'a jamais utilisé les stop suiveurs, mais d'autres stops et pas les suiveurs? Je ne sais pas si c'est des convictions, ce serait intéressant peut-être d'en parler un jour, parce que ça me semble être des outils. On voit qu'un des principaux défauts de trading, c'est de voir les clients qui laissent courir leurs pertes et qui prennent rapidement leurs gains. Et c'est assez étonnant de voir ce comportement. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se replonge là-dessus. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant, de toute façon, si vous voulez organiser un schéma périn en trading, vous allez être obligé d'induire plus de gains quand vous gagnez que de pertes quand vous perdez. Ça, c'est, je pense, la base. Il faut que votre système soit conçu pour aller dans ce sens-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est déjà de ne pas étouffer votre position par un stop. Et d'où l'importance de le calibrer d'un point de vue technique. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'en cours d'opération, surtout quand elle commence à se passer favorablement au scénario, il est toujours très intéressant d'essayer de trouver une routine capable, à partir de ce moment-là, de commencer à faire réduire votre stop initial, c'est-à-dire à faire diminuer votre risque. De façon à ce que, imaginez qu'au départ, vous travaillez du 1 pour 1. Quand vous gagnez 1. Et quand vous perdez, vous ne perdrez plus forcément 1 systématiquement, mais peut-être 0,8, 0,7, en essayant de faire monter petit à petit ce stop suiveur selon une routine particulière. Là, c'est assez simple, c'est des moyennes mobiles. Alors c'est vrai que les moyennes mobiles, c'est des outils plutôt idéal pour suivre des positions et contrôler des positions. Après, quelle largesse on met sur le stop? Est-ce qu'on atteint une clôture dans l'unité de temps sous la moyenne mobile 5 minutes et là on a un stop mental comme Mohamed, ou est-ce que finalement on met son stop vraiment sous les moyennes mobiles avec un risque d'avoir finalement une chasse au stop organisée et de voir le marché repartir sans vous parce que vous êtes fait chasser votre stop? Là aussi, ce sont des éléments de réflexion qui doivent rentrer vraiment à part entière dans votre routine algorithmique ou technique. Merci beaucoup. Je rappelle que MT4 est aussi disponible dorénavant chez IG, pour ceux qui ont un compte aujourd'hui et qui n'ont pas. Donc c'est une possibilité aujourd'hui de pouvoir aussi programmer ou de faire appel à des expert advisors. Tout ça sont des disponibilités que vous avez, qui sont les vôtres dorénavant sur votre compte IG. Merci Stéphane. Merci à vous. Et puis c'est parti. Premiers applaudissements de la matinée, c'est une bonne chose. On va essayer de faire la même chose et je vous demande d'accueillir Daniel Dupuis qui va nous parler d'éléments factuels. Et le temps que Daniel s'installe, je vais vous lancer une petite vidéo qui est préparée par BFM. Le cours de bourse. Pendant cette journée, nous allons vous faire découvrir un certain nombre de